Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition du journal sur RTI 1. Voici les principaux titres de l'actualité. Il y a eu conseil des ministres ce mercredi au palais présidentiel à Abidjan au Plateau. Face aux inondations meurtrières, le gouvernement annonce des mesures fortes. Le bilan des intempéries s'alourdit à 59 morts à travers le pays. L'État renforce donc la sensibilisation des populations exposées au risque. Un programme de 12 000 logements est aussi annoncé pour le recasement des personnes impactées. La 19e conférence de la Commission hydrographique de l'Atlantique oriental s'est ouverte ce mercredi dans la capitale économique. Le vice-premier ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a appelé à une coopération renforcée entre les États. Les experts réfléchissent à l'amélioration de la sécurité, de la navigation et à la protection de l'environnement marin. Et puis un groupe traditionnaliste défie l'autorité du pape Léon XIV. La fraternité Saint-Pie X a consacré 4 évêques sans l'autorisation du souverain pontife. Une décision prise malgré les avertissements du Vatican. Le mouvement affirme agir au nom de la défense de la foi catholique traditionnelle. Cette initiative ravive les tensions entre Rome et les courants conservateurs de l'Église. Voilà pour l'essentiel, bienvenue. On ouvre cette édition par le Conseil des ministres de ce mercredi qui a dressé un bilan préoccupant des fortes pluies enregistrées ces dernières semaines. 59 décès ont été recensés sur l'ensemble du territoire national. Face à l'urgence, le gouvernement poursuit la sensibilisation des populations et prévoit la construction de 12 000 logements pour les personnes affectées. Cette session a également été marquée par l'adoption de plusieurs accords de financement destinés à soutenir des projets majeurs de développement. La saison des pluies ne fait que commencer et déjà des victimes. Réunis en Conseil des ministres ce mercredi sous la houlette du président Alassane Ouattara, le gouvernement dresse déjà un bilan de 59 décès sur l'étendue du territoire national. Il est à noter que nous n'avons connu aucune victime dans les zones identifiées comme étant à risque et dont les populations ont respecté les consignes de sécurité du gouvernement et accepté de se déplacer. Le bilan le plus élevé revient à la commune d'Atékoubé avec une vingtaine de morts, où les populations ont hélas recolonisé des sites d'où elles avaient été déplacées. Le gouvernement regrette toutes ces victimes et présente ses condoléances aux familles des disparus et prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement appelle les populations à respecter toutes les mesures de sécurité qui sont édictées, notamment en quittant les zones identifiées comme à risque. À ce message de sensibilisation s'ajoutent les mesures arrêtées par le Conseil en vue de soulager les populations impactées par les opérations de déguerpissement des sites jugés à risque. En ce qui concerne les déguerpissements, le Conseil a noté avec satisfaction la mise en œuvre effective et diligente des instructions du chef de l'État relativement à la prise en charge des populations impactées. Ainsi, 2 sites de relogement ont été identifiés pour la construction de 12 000 logements à loyer modéré, devant permettre à terme de reloger environ 60 000 personnes. Dans le domaine de la santé, retenons que la phase 2 du programme d'approche multiphase pour la santé, la nutrition et le développement de la petite enfance devrait connaître un coup d'accélérateur. Le Conseil des ministres vient notamment de ratifier 3 accords de financement conclus avec l'Association internationale de développement du groupe de la Banque mondiale d'un montant d'environ 125 milliards de francs CFA. La phase 2 du programme, objet de ces 3 accords de financement, est axée plus spécifiquement sur les activités sélectionnées dans le pacte santé initié par le gouvernement pour moderniser le système national de santé. Ces activités comprennent notamment le renforcement de la couverture maladie universelle, donc la CMU, pour assurer l'accès durable aux services de santé, la construction
d'une nouvelle antenne de l'Institut national de formation des agents de la santé, l'INFAS donc, pour accroître le nombre d'agents de santé qualifiés dans les services de santé essentiels, l'acquisition de produits de santé ainsi que le renforcement des conditions d'entreposage et de transport afin d'améliorer le taux de disponibilité des produits de santé essentiels. Elle contribuera également à la lutte contre les mauvaises pratiques alimentaires à travers l'élargissement de l'offre du paquet intégré d'intervention communautaire spécifique à la nutrition, à la stimulation précoce, à l'alimentation réactive et à l'apprentissage. Autre important appui financier validé par le Conseil des ministres, ceux destinés à la mise en œuvre de la politique nationale de développement de l'investissement privé et des emplois productifs en Côte d'Ivoire. La part de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement s'élève à 57 milliards de francs CFA et celle de l'Association internationale de développement à 171 milliards de francs CFA. Ce programme porte sur l'amélioration des conditions techniques et pratiques de l'intervention de l'investissement privé en vue de la transformation des secteurs critiques de l'économie tels que l'eau et de l'énergie électrique, du numérique, que ceux de l'agriculture et de la santé. Dans le domaine énergétique, l'Agence française de développement s'engage à appuyer la Côte d'Ivoire dans sa volonté de réhabiliter le parc hydroélectrique national à travers le programme Water and Sun Alliance, en abrégé WASUNA. L'objectif de ce programme WASUNA, est de sécuriser, d'augmenter et de décarboner la production électrique ivoirienne à travers la réhabilitation de l'ensemble du parc hydroélectrique, soit 20% des capacités de production actuelles, et l'installation de nouvelles capacités de production solaire et de stockage. Le programme prévoit à cet effet la réalisation de 10 projets d'infrastructures majeurs qui comprennent notamment la réhabilitation des 6 ouvrages de production hydroélectrique de Bio, de Tabo, d'Ayamé 1, Ayamé 1 et Ayamé 2, de Fayé et de Kossou. Il prévoit également la construction de 2 centrales solaires et l'installation de 2 parcs de batteries sur les sites des barrages de Soubré et de Gribo-Popoli. Le Conseil a également adopté le décret portant création du cadre institutionnel de suivi du PND, Plan national de développement 2026-2030. Il sera composé de 2 organes, à savoir un conseil présidentiel et un comité de pilotage. La signature de l'acte de naissance de ce cadre institutionnel intervient à quelques jours de la tenue du groupe consultatif pour le financement du PND qui se tiendra les 8 et 9 juillet prochains à Abidjan. C'était un reportage signé Mahama Traoré et Djamasso. Après le dit Conseil des ministres et après les drames causés par les dernières pluies diluviennes, à Abidjan, la ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté s'est rendue cet après-midi sur plusieurs sites touchés. Belmondo Dogo est allé constater l'ampleur des dégâts et témoigner la compassion du gouvernement aux familles endeuillées et aux populations affectées. Cette visite a également été l'occasion de rappeler l'urgence pour les habitants occupant les zones dangereuses de quitter ces espaces afin de préserver leur vie. Michel Mambo. 59 décès enregistrés sur le territoire national lors des fortes pluies du dimanche 28 au lundi 29 juin 2026. Sur les différents sites où ont eu lieu ces drames, Yopougon Cité Verte, Atekoubé Santé 3, Mosikro, Nimatoulaye, Gbebouto Gare, la ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, constate l'ampleur des dégâts. Consternation et désolation sur le terrain. Le message du gouvernement aux populations est clair, quitter les zones à risque, surtout en cette saison pluvieuse. Une cérémonie est prévue ce vendredi pour l'expression de la compassion du gouvernement aux familles endeuillées. Abidjan accueille depuis ce mercredi la 19e conférence de la Commission hydrographique de l'Atlantique oriental.
Président à la cérémonie d'ouverture, le vice-premier ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a insisté sur la nécessité de renforcer la coopération entre les États membres. Les experts réfléchissent à l'amélioration des services hydrographiques essentiels à la sécurité maritime, à la protection de l'environnement et à la lutte contre les effets du changement climatique pendant cet événement. Lancine Bakayoko. Cette rencontre de haut niveau réunit ici à Abidjan une vingtaine de pays au sein de la Commission hydrographique de l'Atlantique. Les principaux acteurs examinent les enjeux liés à la sécurité de la navigation, à la cartographie marine et à la coopération régionale. Je voudrais saluer les progrès accomplis dans plusieurs domaines essentiels, notamment l'accompagnement de la montée en puissance des services hydrographiques nationaux, l'amélioration de la couverture hydrographique des espaces maritimes dans la région, le développement des capacités techniques et humaines, le développement et la mise en place des infrastructures de données spatiales marines. Au-delà de la navigation, l'hydrographie soutient un large éventail d'activités maritimes, économie bleue, défense, richesse scientifique, protection de l'environnement. La connaissance des fonds marins et des zones littorales est indispensable pour comprendre et gérer durablement l'environnement marin. Aucun ouvrage maritime ou fluvieux lagunaire ne peut être conçu, dimensionné, implanté, exploité efficacement sans une parfaite connaissance des fonds marins, des courants, des marées, des phénomènes sédimentologiques et de la dynamique des milieux aquatiques. Les données hydrographiques constituent le fondement technique indispensable à la conception, à la réalisation, à l'entretien, à l'exploitation des infrastructures portuaires et fluviaux lagunaires et sont un socle important donc de développement de nos États. Grâce à la modernisation de ces infrastructures portuaires, au renforcement de ses capacités logistiques et à son positionnement stratégique sur la façade atlantique, la Côte d'Ivoire s'affirme comme l'un des principaux pôles maritimes de l'Afrique de l'Ouest. L'économie bleue est un moteur essentiel du développement de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest. Par conséquent, les ports d'Abidjan et de San Pedro sont des infrastructures stratégiques dont la performance et la sécurité reposent sur une connaissance précise et actualisée de nos espaces maritimes, rendue possible par l'hydrographie. L'hydrographie ne se limite pas seulement à la production de cartes maritimes, elle est indispensable à la sécurité de la navigation, à la protection des ressources marines, à la prévention des risques naturels et à l'affirmation de la souveraineté de nos États. L'hydrographie, c'est aussi une affaire de frontières. Près de 60% du territoire se situe dans des bassins partagés avec d'autres pays, ce qui demande une coopération étroite. Le futur plan national de développement 2026-2030 mise fortement sur le secteur privé pour stimuler la croissance économique et créer davantage de richesses. Dans cette dynamique, la CGECI et plusieurs banques multilatérales ont organisé une rencontre d'information à la Maison de l'entreprise au Plateau. L'objectif, permettre aux entreprises ivoiriennes de mieux comprendre les mécanismes d'accès aux marchés financiers par les partenaires au développement et saisir les opportunités d'affaires offertes par ces institutions. C'est ce que nous disent Jean-Louis Bangbo et Kader Bachil. Les marchés financés par les banques multilatérales représentent plusieurs milliards de dollars d'opportunités chaque année. Pourtant, les entreprises ivoiriennes restent encore insuffisamment représentées. Pour inverser cette tendance, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a réuni le secteur privé, les représentants de ces institutions financières, autour d'une même ambition: mieux comprendre les règles de passation des marchés et renforcer la compétitivité des entreprises nationales. La Côte d'Ivoire a amorcé récemment une nouvelle phase de sa transformation économique avec un nouveau plan national de développement dont 70% doit être financé par le secteur privé, ce qui représente 80 000 milliards de francs CFA en termes d'investissement. Nous sommes obligés d'accompagner nos entreprises pour saisir ces opportunités. Les partenaires techniques et financiers encouragent les entreprises ivoiriennes à se positionner davantage sur les appels d'offres internationaux en misant sur la qualité, la conformité et la transparence. Il y a un effort à faire au niveau des entreprises locales pour se mettre à niveau, d'une part, ou bien alors trouver des mécanismes de collaboration, de partenariat
avec des entreprises étrangères pour être mieux positionnés sur les gros marchés. C'est bien se préparer, renforcer ses capacités, discuter avec les partenaires, montrer là où on a un avantage compétitif. Une rencontre qui ouvre de nouvelles perspectives aux entreprises ivoiriennes appelées à jouer un rôle plus important dans la mise en œuvre des grands projets de développement du pays. On plonge à présent au cœur d'une institution ivoirienne. Après leurs étapes à l'Assemblée nationale et au Sénat, les chefs traditionnels de la région du Sud Comoué ont poursuivi leur tournée institutionnelle. Une importante délégation a effectué ce mercredi une visite d'immersion au Conseil économique, social, environnemental et culturel. Cette initiative vise à renforcer la connaissance des institutions républicaines et à promouvoir le dialogue entre les autorités traditionnelles et les organes de l'État. Walter Amadou Ouattara, Vakassa Karamoko. Les chefs traditionnels d'Aboisseau Nord, conduits par Nana Fofana Mamadou, viennent clore un parcours d'immersion institutionnelle par cette visite du Conseil économique, social, environnemental et culturel CESEC. Ce sont ainsi 14 villages représentés. Notre présence dans cette prestigieuse institution de notre pays s'inscrit dans une démarche guidée par le respect que les populations d'Aboisseau Nord et particulièrement les gardiens des us et coutumes, vous, à votre mission, nous réitérons notre engagement à demeurer les relais de paix, valeurs chères à notre chef de l'État, son Excellence le président Alassane Ouattara. La visite a pour but de bâtir des ponts solides entre l'administration publique et les populations locales. Nous sommes à l'écoute des préoccupations des populations. Nous devons savoir ce que les populations vivent, ce qu'elles souhaitent, et nous devons en faire l'analyse, réfléchir, faire des propositions. Représentants de l'État et autorités coutumières répartent unanime. La cohésion nationale se consolide chaque jour avec ce type de dialogue direct. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance, elle poursuit sa coopération avec les institutions africaines engagées dans la promotion de la transparence. Son président a reçu d'ailleurs ce mercredi une délégation de la Commission nationale indépendante de prévention et de lutte contre la corruption de Djibouti. Les échanges ont porté sur les mécanismes ivoiriens de prévention, de contrôle et de promotion de la bonne gouvernance. Nous Sangaré. Elle est une porte ouverte au blanchiment de capitaux. La corruption demeure l'un des obstacles majeurs à la croissance et au développement économique des États. Pour renforcer leurs dispositifs de prévention et promouvoir une gouvernance plus transparente, la Côte d'Ivoire et la République de Djibouti ont décidé d'unir leurs forces à travers des échanges d'expériences. Dans cette dynamique, une délégation de la Commission nationale indépendante pour la prévention et la lutte contre la corruption de la République de Djibouti effectue une séance de travail à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Nous sommes convaincus que cette visite contribuera au renforcement de capacités de notre institution et accompagnera utilement les réformes actuellement engagées à Djibouti. Sous le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Président de la République, des réformes majeures ont été entreprises pour renforcer la lutte contre la corruption et améliorer la gestion, la transparence dans la gestion des finances publiques. En 2016, nous avons adopté une nouvelle constitution qui a renforcé la protection des droits de l'homme, l'indépendance du pouvoir judiciaire et les mécanismes de lutte contre la corruption. Le fait que la Côte d'Ivoire figure parmi les 10 pays africains les moins corrompus témoigne des efforts fournis dans la lutte contre la corruption. Cette rencontre était également l'occasion pour les deux institutions d'identifier des pistes de coopération afin de renforcer l'efficacité de leurs actions. Enfin, un tour en Égypte où le ministre des Ressources animales et halieutiques Sidi Touré a visité la ferme aquacole d'Al Ferrouz, l'un des plus importants complexes piscicoles de la région. La visite s'est achevée par la signature des mémorandums d'entente entre les deux parties. Cette ratification devrait permettre donc à la Côte d'Ivoire de bénéficier du savoir-faire égyptien afin de renforcer sa production halieutique et progresser vers l'autosuffisance alimentaire. Didier Nguessan. Plus de 5000 étangs de poissons alimentés par l'eau de mer
et 300 étangs de crevettes d'eau douce bâtis sur 110 km². Ce projet pharaonique, sorti du désert égyptien, permet au pays d'être autosuffisant en produits halieutiques et d'en exporter principalement au Moyen-Orient. Le ministre des Ressources animales et halieutiques Sidi Touré et des représentants de l'interprofession pêche ont visité le site, interdit d'accès à nos caméras. Il s'en est suivi la signature d'un mémorandum d'entente afin de partager l'expérience égyptienne en production halieutique. Nous sommes convenus pour la mise en œuvre d'un certain nombre de projets et je suis sûr que la Côte d'Ivoire possède plus d'opportunités, non seulement pour répondre aux besoins du marché local, mais également il a la capacité pour exporter. Cette institution est la première en Afrique, mais aussi certainement la 4e dans le monde. Dans le cadre de cette convention que nous venons de signer, qui va mettre en œuvre un certain nombre de dispositifs opérationnels tels que l'accompagnement à l'installation de fermiers aquacoles en Côte d'Ivoire, mais surtout le développement d'un modèle à l'identique, tout ça pour pouvoir stimuler l'écosystème de la production aquacole en Côte d'Ivoire. Un comité de suivi sera mis en place en vue d'aboutir à terme à la création de fermes aquacoles modernes communes en Côte d'Ivoire avec l'Égypte et d'une chaîne de froid, entre autres. Le président de la Compagnie nationale de poissonnerie et d'aquaculture, le général Islam Ryan, a été fait commandeur de l'ordre du mérite de l'agriculture ivoirienne. Dans le même secteur, la campagne 2026 de repos biologique est officiellement lancée. Depuis ce 1er juillet, la pêche industrielle est suspendue jusqu'au 31 août sur l'ensemble des eaux maritimes ivoiriennes. Quant à la pêche artisanale maritime, elle est interrompue durant tout le mois de juillet. Selon le gouvernement, cette mesure instaurée depuis 2023 produit déjà des résultats encourageants avec une augmentation estimée à 20% des captures de poissons depuis 2022. Dangui, Soro Abou. Repos biologique. La Côte d'Ivoire remet le couvert dans une déclaration du gouvernement publiée par le ministre des Ressources animales et halieutiques. Fermeture totale de la pêche industrielle du 1er juillet au 31 août 2026. En ce qui concerne la pêche semi-industrielle, interdiction de pêcher toutes les espèces autres que le thon et les espèces apparentées du 1er juillet au 31 août 2026. Quant à la pêche artisanale maritime, elle est totalement fermée du 1er au 31 juillet 2026, c'est-à-dire pour un mois. Ce repos biologique concerne de façon sélective certaines eaux lagunaires et continentales. L'institution du repos biologique depuis 2023 donne des résultats encourageants selon les termes mêmes des autorités qui estiment par ailleurs que les captures globales dans les eaux sous juridiction ivoirienne ont progressé d'environ 20%. Le gouvernement, dans ses déclarations, dit compter sur l'esprit républicain et sur la responsabilité individuelle de chaque acteur de la filière pour respecter cette trêve biologique. Un autre ministère, celui de l'Éducation nationale, a présenté ce mercredi les principales innovations du processus d'affectation en classe de 6e et d'orientation en seconde pour l'année 2026. Parmi les nouveautés figurent le renforcement des dispositions en faveur des élèves en situation de handicap et une implication accrue des parents dans le choix des établissements. Ceci en vue de garantir davantage d'équité, de transparence et d'efficacité dans le processus. C'est Forazegui. C'est la fin des nuits blanches pour les parents d'élèves. Fini le stress de minuit. Dès le samedi 11 juillet, l'affectation en ligne en classe de 6e démarrera désormais à midi. L'affectation en 6e se déroulera du 11 au 27 juillet pour les admis au CEPE ayant obtenu au moins 85 points. L'opération débutera le samedi 11 juillet à 12h et prendra fin le lundi 27 juillet 2026 à 24h00 en envoyant DOB par SMS au 99 91. Les tranches d'affectation en classe de 6e restent les mêmes et se présentent comme suit. TGP de 153 à 170 points. À partir du samedi 11 juillet 2026.
TGP de 136 à 170 points à partir du dimanche 12 juillet 2026. Les TGP de 85 à 170 points à partir du lundi 13 juillet 2026. Autre innovation majeure cette année, une attention particulière pour les élèves porteurs de handicap sensoriel, malvoyants et malentendants. Ils seront prioritaires et pourront être affectés à tout moment, sans condition de points. Pour l'entrée en seconde, les parents pourront exprimer les vœux de série et d'établissement du 14 au 27 juillet. Pour les candidats ayant obtenu au moins 15 sur 20 en mathématiques et en sciences physiques, nous les encourageons à solliciter une orientation en seconde T1 ou T2 qui offre d'énormes opportunités, toujours en envoyant DOB par SMS au 99 91 ou à exprimer leurs vœux sur le site www.r6-ci.net, également ouvert jusqu'au 27 juillet 2026. Enfin, l'accès au lycée d'excellence reste soumis à des critères de mérite. Par exemple, 160 points au CEPE seront nécessaires pour intégrer le lycée Sainte-Marie de Cocody ou le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand-Bassam. Le ministère met également en garde contre les affectations frauduleuses et invite les parents à effectuer eux-mêmes les démarches via les canaux officiels. Toujours dans le chapitre éducation, depuis le 29 juin, Yamoussoukro accueille le Congrès africain des mathématiciens. Parallèlement à ces assises, les Olympiades africaines de mathématiques réunissent des lycéens venus de 27 pays du continent. Dans les salles de compétition, silence, concentration et rigueur sont les maîtres mots dans ces championnats qui mettent en lumière les talents scientifiques africains de demain. Le gouvernement ivoirien et Global Green Growth Institute ont officiellement lancé à la primature le cadre de coopération pays 2026-2028. Ce partenariat stratégique vise à accompagner la mise en œuvre des engagements climatiques du pays, cela en favorisant une croissance économique verte, inclusive et résiliente. Les deux parties entendent notamment renforcer les investissements durables et soutenir les projets liés à la transition écologique. Christian Kouakou, Mahama Traoré, Ulrika Dongan et Charles Kouassi. Réhabiliter 20% du couvert forestier ivoirien, lutter contre la dégradation de l'environnement et les aléas climatiques, c'est tout le sens du partenariat entre la Côte d'Ivoire et l'Institut mondial pour la croissance verte, GGGI. L'institution met son expertise au service des États afin de concilier développement durable et préservation de l'environnement. Ce cadre de coopération vise à lever un financement en termes de subventions et en termes d'investissement, l'accès au renforcement des capacités et également le renforcement des technologies vertes. L'accent sur l'intégration du genre seront des priorités. Ce nouveau cadre de coopération traduit la volonté de la Côte d'Ivoire d'intensifier son action en faveur du développement durable. À travers ce cadre stratégique, notre pays a pu renforcer ses capacités de planification et de financement climatique, améliorer l'intégration des enjeux environnementaux dans les politiques publiques sectorielles et développer plusieurs initiatives innovantes dans les secteurs prioritaires de l'économie verte. Cette nouvelle contribution traduit la volonté de la Côte d'Ivoire d'accélérer la transformation de son modèle de développement afin de concilier croissance économique, création d'emplois, insertion sociale et préservation de l'environnement. Basé à Séoul, en République de Corée, l'Institut mondial pour la croissance verte est présent dans plus de 50 pays. En Côte d'Ivoire, l'institution est à l'initiative du projet GENI qui a impacté plus de 45 000 jeunes dans les emplois de l'économie verte et du numérique. En religion, la paroisse Sacré-Cœur d'Abobo, en collaboration avec plusieurs organisations de jeunesse, a organisé une journée de salubrité à Abobo-Anador. Cette activité vise la sensibilisation des populations à l'importance de l'hygiène du cadre de vie, la promotion de la solidarité communautaire et des bonnes pratiques environnementales. C'est ce que nous disent Anne-Marie Nguessan, Walter Amadou Ouattara, Leroy Salomon et Rebecca Zabou. Un cadre de vie sain pour garantir la santé. La paroisse Sacré-Cœur d'Abobo
s'inscrit pleinement dans la dynamique. Les fidèles sont mobilisés pour un nettoyage des rues de la commune. Nous avons voulu nettoyer un peu notre quartier et nous avons voulu associer nos jeunes frères musulmans en termes de fraternité. Nous avons approché la direction de l'ANAGED pour qu'elle puisse nous appuyer en matériel. Nous disons merci à Madame le DG de l'ANAGED. Aujourd'hui, nous sommes heureux de voir jeunes musulmans catholiques participer à cette activité pour rendre notre quartier d'Anador propre. En tant que le président de l'AGEDA, nous n'avons pas hésité à accepter, je veux dire, cette collaboration. Parce que ça rentre dans le cadre de l'unité, de la cohésion, de la fraternité. Je trouve que c'est une bonne initiative puisque ça a le but de rendre notre quartier propre. Après le nettoyage des différents sites, la paroisse Sacré-Cœur d'Abobo invite les populations à maintenir durablement propres les lieux d'habitation et de commerce. Hors de nos frontières, une nouvelle crise secoue l'Église catholique. La fraternité Saint-Pie-X a procédé en Suisse à la consécration de 4 évêques sans l'autorisation du pape Léon XIV, malgré les mises en garde du Saint-Siège. Le Vatican considère cet acte comme une rupture grave de l'unité de l'Église et rappelle que de telles consécrations entraînent automatiquement l'excommunication de leurs acteurs. Cet épisode ravive les tensions entre Rome et les mouvements catholiques traditionnalistes opposés aux réformes issues du Concile Vatican II. C'est la fin de cette édition du journal télévisé de 23h. Merci de votre fidélité à RTI 1. Excellente soirée à toutes et à tous sur la chaîne qui rassemble.